Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. Alors qu'on parle souvent des bienfaits des congés de maternité pour la maman, une récente étude publiée dans une revue américaine par notre invité montrerait qu'ils peuvent également jouer un rôle qui est important sur les risques de développement de l'anxiété chez l'enfant. On en discute avec Gabrielle Garon-Carrier, qui est chercheuse au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la préparation à l'école, à l'inclusion des populations vulnérables et à l'adaptation sociale. Bonjour, Madame Garon-Carrier. Bonjour, Madame Montpetit. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer avec cette étude? En fait, l'objectif de cette étude-là, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qui est préférable pour l'enfant pour diminuer le risque de développer de l'anxiété de séparation dans un contexte de précarité financière lors de la première année de vie de l'enfant. Est-ce que c'est de passer plus de temps avec son bébé pour développer cette relation-là d'attachement qui est si importante au développement de l'enfant, ou c'est préférable de retourner sur le marché du travail pour se sortir d'une certaine précarité financière? Donc, c'était vraiment l'objectif là, de l'étude. Puis vous êtes arrivé à quelle conclusion, à quel résultat? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours une décision qui est facile quand on se retrouve en congé de maternité. Le revenu est moins grand. Donc, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on profite de cette période-là avec l'enfant ou est-ce qu'on retourne? Vous êtes arrivé à quelle conclusion? On profite de cette période-là avec l'enfant. En fait, nos résultats ont montré que c'était préférable d'être en congé de maternité, même en situation temporaire de précarité financière. Donc, si on bénéficie, par exemple, de la RQAP, c'est pas grave si à un certain moment, dans notre congé, on tombe à 55% de notre salaire, du moment où on n'est pas en situation là, de pauvreté ou de précarité financière. Par contre, si on est dans une situation de précarité financière chronique, à ce moment-là, c'est préférable de retourner sur le marché du travail. Donc, ça montre que la situation financière de la famille, ça peut être un déterminant important pour la santé mentale de l'enfant. Par contre, on est capable, quand les familles sont capables d'assumer le choc financier, ben c'est préférable d'avoir cette relation-là privilégiée là, pendant une période si importante pour le développement de l'enfant et Puis de rester avec le bébé. Comment vous avez évalué? C'est quoi les conséquences, dans le fond, vous avez évalué quoi exactement au niveau de la relation avec l'enfant entre le fait de rester à la maison avec un revenu qui est peut-être moindre versus y retourner plus tôt? C'est quoi les variables que vous êtes venu comparer? En fait, on a formé des groupes de mères qui bénéficiaient d'un congé parental, mais qui avaient un revenu suffisant, des groupes de mères qui bénéficiaient d'un congé parental, mais qui n'avaient pas un revenu considéré comme suffisant. Donc, leur revenu annuel était la moitié moins que le revenu médian des familles québécoises. Puis, un groupe de mères qui était retourné sur le marché du travail 5 mois après avoir donné naissance et qui, évidemment, avait un revenu suffisant. On regardait si le fait de retourner sur le marché du travail, qui génère quand même une séparation plus fréquente et une séparation précoce avec le nourrisson, pouvait augmenter ou non le niveau d'anxiété de séparation de l'enfant entre l'âge de 17 mois et 6 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on a mesuré sur une longue période de temps. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que c'est vraiment préférable de rester à la maison avec notre enfant, sauf si on se retrouve vraiment dans une situation de précarité financière chronique. Donc, à l'âge de 17 mois, on était capable de savoir si les mères se retrouvaient toujours en situation de pauvreté ou non. Et celles qui se retrouvaient en situation de pauvreté, à ce moment-là, leur enfant avait des niveaux d'anxiété de séparation qui étaient plus élevés que les autres enfants. Puis est-ce que, juste pour que je vous comprenne bien, que je comprenne bien, si on exclut la partie financière, donc ce que vous tirez comme conclusion, c'est que le temps qui est passé durant un congé de maternité bon, là, c'est maternité, mais j'imagine que ça pourrait être parental aussi, va avoir une conséquence sur l'anxiété par la suite. Donc, plus ce temps-là est restreint, quelqu'un qui ferait le choix de retourner sur le marché du travail après 3 mois, par exemple, il y a vraiment une causalité sur l'anxiété de séparation que peut avoir un enfant dans les années après?
J'oserais pas dire qu'il y a une relation de causalité, bien qu'on a vraiment tenté de départager la question financière de la question du temps passé avec le nourrisson, mais il y a une association qui est très présente. Donc, les mères qui restent qui restent à la maison, les mères qui passent du temps de qualité avec leur nourrisson, qui bénéficient, qui profitent de ce congé-là parental, développent une meilleure relation, une plus grande sensibilité avec leur nourrisson, une relation d'attachement qui est importante pour le développement, pour la santé mentale ultérieure aussi de ces enfants-là. Hum. Puis est-ce qu'il y a, tu sais, dans le fond, c'est quoi les impacts, les conséquences sur de l'anxiété chez un bébé? Est-ce qu'il y a des, tu sais, il y a des conséquences à long terme? Puis comment ça va venir comment ça va venir se traduire? Oui, en fait, l'anxiété de séparation, c'est le type d'anxiété qui est le plus souvent diagnostiqué chez les jeunes enfants et c'est une porte d'entrée pour d'autres difficultés de nature anxieuse par la suite. Donc, ça pourrait se transformer au long cours là, à de l'anxiété sociale, à de l'anxiété généralisée, par la suite, soit à l'âge primaire, par exemple, une fois rendu à l'école. Donc, ça peut avoir quand même des conséquences à long terme dans la mesure où c'est une porte d'entrée vers d'autres difficultés de nature anxieuse. De façon générale, l'anxiété de séparation peut se résorber chez la majorité là, des enfants. C'est lorsque le niveau de symptômes reste persistant et très élevé que l'on doit s'inquiéter, que ça se poursuit au-delà de l'âge de 6 ans. Donc, c'est pour ça que nous, on l'a évalué pendant toute la petite enfance jusqu'à l'âge de 6 ans. Et les enfants dont les mères retournaient sur le marché du travail avaient un niveau nettement plus élevé d'anxiété de séparation que que les enfants de mères qui bénéficiaient là, du congé parental. Puis à terme, vous souhaitez quoi pour est-ce que vous souhaitez une suite à cette étude-là ou est-ce que vous souhaitez justement que ce soit porté dans la sphère, tu sais, est-ce qu'il y a des actions ou est-ce qu'il y a des conclusions qui doivent être tirées de ça pour venir faire vraiment une différence sur le terrain? Oui, en fait, c'est un pan de mes travaux de recherche que je souhaite poursuivre parce que le moment où cette étude-là a été conduite, les données ont été collectées avant l'implantation du congé paternel, donc avant 2006. Alors, avec des nouvelles données qui sont en cours, des nouvelles collectes de données, on va être en mesure de voir aussi les retombées, par exemple, pas seulement du congé maternel, mais aussi du congé du père, du congé parental qui est partagé, puis comment ça peut avoir des retombées sur le développement cognitif, social de l'enfant en fonction des réalités des familles, par exemple les parents en situation de monoparentalité, etc. En termes d'action, mais je pense que ça fait une démonstration que notre programme au Québec, on peut en être fier, là, le programme de la RQAP, parce que même si on tombe à un certain moment donné avec un moins grand salaire, ça permet quand même aux femmes là, de prendre un congé parental, d'avoir une garantie d'emploi par la suite, puis de bénéficier là, de ce congé-là avec leur famille, avec leur nourrisson. Il faut savoir que dans les autres pays, ce n'est pas nécessairement la réalité. Aux États-Unis, ils ont des congés qui sont non rémunérés, qui se limitent à 3 mois. Ça peut être le cas aussi dans d'autres pays. Donc, au Québec, on a un programme qui est assez flexible et généreux, là. Puis est-ce que l'objectif, justement, c'est quoi qui vous a guidé d'aller faire, d'aborder cette question-là? Est-ce que c'est une forme de plaidoyer aussi pour le maintien de ces congés de paternité, de maternité, congé parental? Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont guidée. Alors moi, dans mes travaux, je m'intéresse aux politiques sociales qui ont un impact sur les familles avec de jeunes enfants, comme par exemple les services éducatifs à l'enfance. Et ce que je constatais, c'est que on en connaissait très peu sur les retombées d'un programme aussi important que le programme de la RQAP, le programme des congés parentaux, sur le développement du jeune enfant. Donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée ultimement de dire, ben, peut-être qu'un argument additionnel pour les bienfaits de ce congé-là, c'est de voir quelles sont les retombées pour l'enfant. On peut voir un petit peu le même historique avec les services éducatifs en l'enfance au Québec, nos garderies. Initialement, c'était vraiment pour favoriser le retour des femmes sur le marché du travail, mais de plus en plus, et avec les années, on s'est intéressé à l'impact de ces services-là pour le développement social de l'enfant. Donc, c'était un petit peu ce qui a guidé, qui a motivé mes actions.
Gabrielle Garon-Carrier, chercheuse au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la préparation à l'école, l'inclusion des populations vulnérables et l'adaptation sociale. Merci. Merci à vous. Au revoir.